Depuis maintenant 2 décennies, le terme laïcité s'est invité de manière durable dans le débat public au Québec. Lorsqu'il en est question, la laïcité est souvent réduite aux enjeux relatifs à la visibilité des signes religieux dans l'espace public. Cette compréhension est cependant bien éloignée de celle qui avait été à l'œuvre à ses origines. Dans cette émission, nous reviendrons ainsi sur la polysémie du terme laïcité qui semble aujourd'hui être à l'œuvre dans la société québécoise comme ailleurs dans le monde, notamment en France. C'est ce qu'a analysé dans un tout nouvel ouvrage mon invité d'aujourd'hui, David Coussens. Titulaire de la chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité, professeur agrégé à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke et chercheur régulier au Sodrus, il vient de publier un ouvrage collectif en collaboration avec Valérie Amirault et Charles Mercier en décembre 2020 intitulé « Nouveau vocabulaire de la laïcité » paru chez Classique Garnier. Cet ouvrage analyse comment des entrepreneurs de cause définissent ou redéfinissent la laïcité en fonction de leur projet idéologique ou électoral et observe comment les citoyens se la réapproprient, donnant ainsi naissance à de nouveaux vocabulaires de la laïcité. Comment définir la laïcité ? Quelles évolutions le terme a-t-il connu en contexte québécois ? À qui profitent ces évolutions ? Telles sont les questions qui seront abordées dans cet épisode. Bienvenue dans Religio. Je repousse l'omnipotence de l'État laïque parce que j'y vois une tyrannie. Pour éviter la congrégation, nous faisons de la France une immense congrégation. Eh bien, messieurs, je ne puis pas être de cette doctrine où l'abstraction État devient le Moloch insatiable en qui toute vertu, on nous l'a dit expressément, est de s'abîmer pour jamais. C'est un saut de 2000 ans en arrière. Extrait du Discours pour la liberté de Georges Clemenceau, le 17 novembre 1903. Est-ce que, juste dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait et dans quel contexte est-ce que le discours avait été prononcé ? Oui, alors c'est un discours pour la liberté qui sonne comme un avertissement ou une mise en garde et qui avait été fait par Georges Clemenceau. Alors Georges Clemenceau, pour rappel, c'était un ancien président du Conseil, c'est-à-dire un premier ministre français. Et donc c'est une mise en garde que faisait Georges Clemenceau dans le cadre des débats sur la loi de séparation des églises et de l'État. Alors c'est une mise en garde qui est intéressante parce que Georges Clemenceau, c'est un farouche partisan de la laïcité. C'est un farouche partisan de la séparation des églises et de l'État. Et c'est un farouche anticlérical, c'est-à-dire contre les prétentions cléricales des églises. Donc on ne peut pas le suspecter d'accointance avec le religieux. Par contre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, attention, la laïcité, c'est avant tout la liberté. Si on adopte la laïcité, si on se sépare des églises, c'est avant tout pour garantir au plus haut niveau la liberté de tous ceux qui auront besoin d'être protégés dans l'expression de leurs convictions religieuses. Et donc, il nous disait déjà en 1903, donc il y a quasiment 120 ans, au fondement de la laïcité française, attention, prenons garde à ne pas définir une laïcité qui deviendrait une espèce de norme, de poids s'imposant aux individus et les restreignant dans l'exercice de leur liberté, car ce serait l'inverse des objectifs que l'on souhaite atteindre. Et donc là, on parle de laïcité, mais finalement, une question assez simple en apparence, mais de quoi parle-t-on quand on parle de laïcité ? Alors on parle effectivement de beaucoup de choses quand on parle de laïcité, et aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde en parle. C'est intéressant parce qu'il y a déjà une cinquantaine d'années, 70 ans plutôt même, un juriste français qui s'appelait Jean Rivero, qui était très connu, il nous disait en 1949, donc, la laïcité c'est un mot qui sent la poudre à canon. Et déjà en 1949, donc, il soulevait le potentiel conflictuel, le potentiel de débat qu'il y avait derrière ce mot laïcité.
Un mot laïcité qui n'a jamais été défini en droit, dans aucune norme législative ni constitutionnelle. Un mot laïcité qui est influencé par de nombreux contenus normatifs, philosophiques, et donc qui peut prendre des sens très différents selon la personne qui va l'employer. Alors comment comprendre aujourd'hui la laïcité ? Il y a de nombreux sociologues, historiens, juristes, politologues qui ont travaillé, et principalement depuis les années 80-90, sur les façons dont les États, les démocraties libérales régulaient la diversité religieuse. Et finalement, on va constater que ces États ont tous dû gérer des défis communs pour s'affirmer en tant que démocratie libérale. Ils vont se positionner, se distancer d'églises catholiques, protestantes, qui voulaient conserver une influence morale et politique sur les choix de société. Et donc, dans des contextes de diversité accrue, ces États ont essayé de conforter leur autonomie à l'égard du religieux, mais aussi renforcer les fondements d'un État de droit qui est protecteur des droits fondamentaux de la personne. Donc, dans ce contexte, comment comprendre la laïcité ? D'une part, on va avoir un transfert de légitimité, c'est-à-dire une réappropriation progressive de la souveraineté populaire d'un État qui se dissocie du religieux. Ça renvoie au principe de séparation des églises et de l'État. Cette séparation des églises et de l'État, c'est donc ce transfert de légitimité du religieux vers la souveraineté populaire. Ça peut se faire formellement par une loi, mais ça peut se faire aussi implicitement dans le droit. Et par exemple, des mesures comme la dépénalisation de l'avortement ou de l'homosexualité, l'abolition de l'interdiction de travailler le dimanche ou l'aide médicale à mourir, eh bien tout ça, ça va être des façons dont progressivement l'État se sépare des églises, dont le droit se sépare des normativités religieuses. Mais deuxièmement, la laïcité, c'est aussi la reconnaissance, comme nous le disait Clémenceau, de la liberté, et donc des droits fondamentaux de la personne. La liberté de conscience et de religion, tous les individus qui souhaitent exprimer leur conviction de conscience, et pour tous les individus, donc aussi le principe d'égalité. Cette liberté concerne toutes les expressions de conscience, même celles qui ne seraient pas socialement ou moralement admises par la majorité de la population. Alors, tu l'as dit, il existe finalement différentes façons de concevoir le terme laïcité, mais est-ce que c'est souhaitable au final de définir très clairement ce que c'est la laïcité ? Est-ce que ça faciliterait la compréhension et est-ce que ça calmerait les débats, les tensions qui existent autour de la compréhension qu'on peut en avoir de la laïcité ? Je pense à l'inverse que les tensions que l'on a sur la notion de la laïcité viennent précisément du fait que certains veulent la définir et lui donner un contenu qui serait fixe, immuable, positif. Et finalement, revenons à essentialiser la laïcité. La laïcité, je pense qu'il faut plutôt la comprendre comme un aménagement du politique et du juridique. Et donc l'analyser selon la façon dont cet aménagement prend corps dans la gouvernance politique des différents États. Pour comprendre, on pourrait faire une petite comparaison. La démocratie. La démocratie, on va pouvoir la qualifier de tout un ensemble de façons. La démocratie libérale, la démocratie représentative, la démocratie participative, etc. Mais la démocratie, sans l'essentialiser à une définition qui serait univoque, la bonne façon de la comprendre, c'est de regarder comment cet aménagement politique prend corps dans la réalité des différents États. Donc c'est exactement la même chose, je pense, pour la laïcité. Ne pas la définir, mais l'analyser au cas par cas pour voir comment elle se déploie en tant qu'aménagement politique et juridique. Alors, on l'a dit en introduction, tu viens de publier un ouvrage collectif qui s'appelle Nouveau vocabulaire de la laïcité. Finalement, qu'est-ce qui est nouveau dans l'utilisation du mot laïcité aujourd'hui ? Est-ce que c'est sa compréhension ? Est-ce que c'est les enjeux qui y sont associés ou les personnes qui s'en réclament ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi
Valérie Amiro et Charles Mercier de l'intituler comme ça ce livre. Alors c'est un livre donc qui a été produit avec ses collègues Charles Mercier et Valérie Amiro et qui porte ici sur le contexte français, même si le contexte français peut faire écho à ce que l'on observe aujourd'hui au Québec. La laïcité a longtemps été cantonnée à la seule sphère juridique. Et longtemps, elle n'a été comprise qu'en tant qu'un aménagement juridique par lequel l'État régulait la diversité religieuse. On observe cependant depuis une trentaine d'années que cette laïcité s'est émancipée de cette sphère juridique et elle est rentrée à la faveur des multiples controverses qui ont porté sur le symbole religieux dans l'espace public. Et bien la laïcité est rentrée dans le domaine du public. Le mot laïcité est rentré d'ailleurs dans l'usage courant. C'est un mot que l'on entend aujourd'hui fréquemment et que l'on peut lire régulièrement dans les médias. Ce que nous avons voulu ici essayer de comprendre, c'était comment ce mot laïcité, sortant de la seule sphère juridique, s'était donc émancipé d'un vocabulaire qui était principalement lié aux droits et libertés. Et l'on observe notamment que depuis une trentaine d'années, dans un contexte où les débats sur la laïcité sont souvent associés au port de symboles religieux que l'on associe à l'étranger, des symboles qui ne sont pas normalisés dans la culture de la société, eh bien la laïcité va recouvrir tout un ensemble de nouvelles significations. Des significations qui touchent à l'intégration des populations issues de l'immigration, aux valeurs communes qui seraient partagées par la culture de la population majoritaire, voire même à la protection d'un patrimoine historique d'origine chrétienne qui reflèterait précisément la culture de cette société majoritaire. Si on regarde un petit peu les acteurs en fait que vous avez intégrés là dans cet ouvrage, et puis même si on regarde aussi les productions écrites que tu as pu faire tout au long de ta carrière universitaire, tu t'intéresses à des acteurs auxquels on ne penserait pas quand on parle de laïcité, à des organismes LGBTQ, même du point de vue catholique. En fait, est-ce que c'est pas quelque chose d'assez paradoxal de penser la laïcité à partir de ces acteurs et actrices sociaux-là? Alors aujourd'hui, ce qu'on observe dans les débats, c'est que la focale est mise uniquement sur le port de symboles religieux et quasiment exclusivement sur une communauté particulière qui concerne donc les musulmans, plutôt les communautés musulmanes, parce qu'il n'y a pas une communauté musulmane. L'idée ici, c'est de montrer que la laïcité, c'est plus large que ça. Si la laïcité, si on la comparait à un iceberg, eh bien, les débats et les enjeux qui touchent à la visibilité du symbole religieux et communauté musulmane, ça n'est que la pointe émergée de l'iceberg. La laïcité, c'est plus large que ça. C'est la façon dont les institutions publiques, donc l'éducation, les institutions sanitaires et sociales, vont progressivement se séparer de la tutelle des églises. La laïcité, c'est la façon dont le droit va progressivement s'émanciper des normativités religieuses. Et donc la laïcité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, tout un ensemble d'enjeux qui dépassent largement la seule question du symbole religieux. Par exemple, la dépénalisation de l'homosexualité ou l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe, ce que l'on a vu à travers une réforme du droit de la famille au Canada en 2005. Ici, on est dans une mesure qui est profondément laïque, qui dissocie le religieux et la norme civile. Et dans ce débat laïque, plusieurs acteurs vont se positionner. Des acteurs catholiques, qui vont peut-être vouloir contrer une avancée de la laïcité, et d'autres acteurs, ici en l'occurrence, des communautés LGBTQ. Donc, les travaux que je mène en ce moment visent à montrer que la laïcité est bien plus large que ce à quoi on la rattache dans les débats publics, et que d'autres acteurs, parfois insoupçonnés, sont bien présents dans ces débats
sans même parfois avoir conscience qu'ils contribuent précisément à des avancées de la laïcité. Donc ça va bien à l'encontre un petit peu de la façon dont la laïcité est pensée et la façon dont aussi on associe la laïcité dans les débats politiques et médiatiques. Tout à fait. En fait, alors ça va à l'encontre de la façon dont on la pense dans les débats politiques et médiatiques, et donc ça retrace ce qu'on appelle des impensés de la laïcité. Les impensés de la laïcité, ce sont tous ces grands moments de laïcité, mais que l'on ne qualifie pas comme tels dans le débat public. Et à nouveau, aujourd'hui, le Canada est traversé par un débat important, qui est le débat sur l'aide médicale à mourir. C'est un débat précisément laïque, dans lequel les acteurs religieux sont d'ailleurs engagés pour contrer l'avancée de cette laïcisation. L'aide médicale à mourir est un débat de laïcité. C'est probablement le grand débat de laïcité que nous avons au début des années 2020, sans pour autant qu'il soit qualifié comme tel. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des impensés de la laïcité. Alors justement, là, tu le soulignes bien, au Canada et au Québec, les enjeux de laïcité sont apparus, parce que quand on évoque le terme laïcité, on va tout de suite penser à la situation française, à une certaine exception française de la laïcité. Quand le terme laïcité existe dans le débat public au Québec, en tout cas depuis 2 voire 3 décennies maintenant. Comment est-ce qu'on peut retracer un petit peu le contexte québécois et canadien, l'apparition de ce terme dans le débat public? C'est intéressant de parler de cette expression, la laïcité comme exception française, parce que c'est en effet une erreur. Alors l'exception, elle avait été proposée par le philosophe Régis Debray en 1989 en France, et qui parlait justement de cette laïcité comme exception française. C'est une position, je pense, qu'on peut qualifier aujourd'hui d'isolée. Le Conseil d'État français lui-même ayant expliqué par la suite que la laïcité n'était pas une exception française, même si l'on observait bien qu'il y avait des particularités françaises à la façon dont on gérait la diversité religieuse. La laïcité, en réalité, c'est une réalité qui touche, comme je l'indiquais tout à l'heure, toutes les démocraties libérales, et qui touche, parmi ces démocraties libérales, le contexte québécois. Alors le mouvement de laïcité au Québec a été de laïcisation. Il a été très lent et très progressif, et il a émaillé très tôt d'ailleurs dans l'histoire toute la gouvernance politique et juridique. Mais c'est un mouvement qui va s'accélérer à partir de la deuxième moitié du XXe siècle et principalement de la Révolution tranquille. Il va s'accélérer essentiellement en touchant 2 institutions majeures. La première, c'est le domaine de l'éducation. Et avec un mouvement de laïcisation qui va s'enclencher à partir des travaux de la commission Parent à la suite de Vatican II, et qui va donc émailler toute la fin du XXe siècle pour s'achever avec la déconfessionnalisation totale du système scolaire après la remise du rapport Proust en 1999 et la mise en place du cours d'éthique et culture religieuse. La laïcité va également toucher fortement les institutions sanitaires et sociales à partir de la Révolution tranquille, des institutions qui auparavant étaient prises en charge par les clergés religieux. Et à cet égard, on a des travaux très intéressants de Jacques Pallard, un politologue français qui a beaucoup travaillé sur ce processus
de laïcisation des institutions sanitaires et sociales en contexte québécois. Mais plus largement, et c'est ce qui est très intéressant aussi, la laïcité au Québec et au Canada va émerger dans le droit, à travers, comme je le disais, la séparation des normativités religieuses et civiles. Donc, les grands moments de laïcité sont souvent des moments que l'on ne connaît pas, auxquels on ne s'attend pas finalement. J'en donnerai un seul exemple ici, celui d'une jurisprudence de la Cour suprême qui a été rendue en 1985. Il s'agit de la décision Bigam Drug Mart. C'est la décision qui abolit la loi sur le dimanche, la loi qui interdisait de travailler le dimanche. Et bien, dans cette décision en 1985, la Cour suprême va d'une certaine façon affirmer un principe de séparation des Églises et de l'État. Elle va abolir l'interdiction de travailler le dimanche en nous disant qu'il s'agit d'une interdiction qui est basée sur une normativité chrétienne et que au Canada, il n'existe pas de religion d'État et que l'on ne saurait par conséquent normer le comportement de la vie en société à partir des principes religieux et moraux de la majorité. Donc, la laïcité, elle va être lente, progressive, elle va être finalement tranquille. Mais alors, le mot laïcité, parce que la question touchait aussi à ce mot laïcité, le mot laïcité, ça n'est que très récemment qui va émerger et apparaître dans le débat public au Québec. On va le voir dans des revues intellectuelles et savantes, ponctuellement, au cours des années 70, 80. Il entre dans des rapports publics, notamment pour la première fois dans le rapport Proulx à la fin des années 90. Mais c'est essentiellement à partir du milieu des années 2000 qu'il fait son apparition dans l'usage courant au Québec, à partir du moment où, précisément, on va voir se développer ces controverses publiques autour du port du symbole religieux dans l'espace public. Dans tes recherches, tu t'es vraiment intéressé à la trajectoire que les juridictions à la fois françaises ou québécoises pouvaient suivre pour légiférer en matière de laïcité. Comment est-ce que tu caractériserais l'évolution qu'a connue le droit sur cette question? Est-ce qu'on voit qu'il y a une sorte de glissement qui a été fait depuis quelques années sur la compréhension du cas juridique du droit à la laïcité? Alors oui et non. Non, parce que si l'on revient à cette image que je donnais de l'iceberg, l'essentiel de la laïcité est cette partie immergée, invisible. Et donc dans de nombreux domaines, le droit continue de mettre en œuvre une laïcité libérale qui garantit et qui protège à de nombreux égards l'expression de la liberté de conscience et de religion. Mais oui, parce que sur la face émergée de l'iceberg, ce qui concerne donc la visibilité du religieux dans l'espace public, eh bien on va voir progressivement un basculement. On le voit d'abord en France, à partir du début des années 2000, précisément de 2004, là où le Parlement français adopte une loi qui interdit le port de signes ostensibles dans les établissements d'enseignement public secondaire français. Cette loi qui porte sur la visibilité du symbole religieux sera suivie par d'autres mesures législatives et notamment une loi de 2010 qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. Et ces mesures que l'on a observées en contexte hexagonal, donc en contexte français, vont avoir un écho en francophonie. Elles vont trouver un écho en francophonie, notamment en Belgique, mais aussi ici au Québec. Où depuis 2006, nous sommes occupés par des débats incessants qui touchent à l'opportunité ou non
d'interdire certains signes visibles dans la sphère publique. Et donc on voit qu'on va avoir un basculement du droit avec l'adoption de la récente loi sur la laïcité au Québec, qui précisément interdit le port de certains symboles religieux de symboles religieux à certaines catégories de fonctionnaires provinciaux. Ce basculement-là, est-ce que c'est quelque chose au final aujourd'hui auquel on peut essayer de trouver une solution? Parce que en fait là tu proposais de revenir en introduction aux débats initiaux qu'il y avait eu sur la future loi 1905 de séparation des Églises et de l'État. La compréhension qui en avait été choisie de la laïcité, c'était une laïcité de sang-froid, comme Alcide Briand avait exprimé. Est-ce que aujourd'hui il y a encore des acteurs ou des actrices sociaux qui proposent une laïcité de sang-froid dans la société civile? Il faut revenir et je pense que c'est bien de revenir à l'avertissement que faisait Georges Clemenceau et que l'on a évoqué en début d'entrevue. La laïcité, c'est avant tout la liberté. La laïcité a pour fonction et pour but de garantir la liberté à son plus haut niveau pour chacun des citoyens. La laïcité dans la démocratie libérale s'est construite à partir du principe de liberté. Et si l'État s'est séparé des églises, si l'État s'est vu astreint à une obligation de neutralité au regard des différentes conceptions du bien qui coexistent dans la société, c'est précisément pour garantir la liberté. Alors aujourd'hui, il faut faire très attention, il faut prendre garde, parce qu'on observe justement une inversion du paradigme. Devant ce religieux qui n'est pas normalisé dans la culture, devant ce religieux visible et qui parfois dérange, devant ce religion de la minoritaire, on a une tendance à vouloir restreindre, limiter la liberté, invisibiliser. Et on inverse ici le paradigme, on inverse ce qui était l'essence même de la laïcité, en faisant ce que Clemenceau dénonçait, cette espèce de Moloch insatiable qui impose une doctrine, une conception de vie, au détriment de la pluralité des conceptions du bien qui peuvent être partagées dans la société. Au Québec, dernièrement, une loi en 2019 qui a été adoptée, une loi sur la neutralité de l'État au Québec. Cette loi, elle a été contestée récemment devant les tribunaux. Et regarde, est-ce que tu porterais sur cette juridiction, sur la loi qui a été adoptée ça un an et demi maintenant? Alors je pense que cette loi est précisément un syndrome du phénomène que je viens de décrire. C'est une loi qui se présente comme étant la loi sur la laïcité. En réalité, ce n'est pas une loi sur la laïcité, c'est-à-dire une loi générale sur la laïcité, comme son titre l'indique, mais bien plus une mesure particulière qui ne vise qu'à réglementer le port de symboles religieux dans des catégories de la fonction publique provinciale. Donc elle a un titre qui est bien ambitieux pour ce qu'elle fait en réalité. Mais c'est par ailleurs une loi qui va à rebours de la façon dont la laïcité s'est construite au Québec et au Canada, s'appuyant toujours sur la garantie la plus importante possible de la liberté de conscience et de religion. C'est une loi qui va à rebours, qui ne garantit pas les droits fondamentaux, qui interdit l'expression des convictions religieuses à certaines catégories de fonctionnaires et qui par ailleurs assume le fait qu'elle est à rebours de ce qui était traditionnellement la laïcité. Elle l'assume par l'usage d'une double clause dérogatoire aux chartes des droits fondamentaux canadiennes et québécoises. Et par là même, elle assume imposer une forme de laïcité liberticide dont elle ne veut par ailleurs dont elle ne veut être subir le contrôle par les tribunaux sur le fondement des chartes. C'est une loi qui me semble donc à rebours de la construction de la laïcité au Québec,
une loi qui n'est pas une loi d'une laïcité forte, mais plutôt une loi d'une laïcité moindre, une laïcité vraiment affaiblie, et une laïcité certainement incomprise par ceux qui ont été les promoteurs de textes législatifs. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, je vous invite à vous procurer le livre de David Coussens, Valérie Amirault et Charles Mercier, Nouveau vocabulaire de la laïcité, paru en décembre 2020 chez Classique Garnier. Merci à David Coussens d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci au Sodrus et à la chaire de recherche Droit, Religion et Laïcité de soutenir cette émission. Merci à Emma Blanc pour l'illustration de ce podcast. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Religio.